Bonjour, je m'appelle Victor Harmony, je suis professeur de sociologie à l'UQAM depuis l'année 2000. Mon domaine est la sociologie politique, les études migratoires et les études sur l'ethnicité. Mes grands champs de recherche actuels sont la discrimination systémique et le profilage policier, ainsi que les dynamiques d'intégration des travailleurs qualifiés en provenance d'Amérique latine. La question de la discrimination systémique et surtout celle du profilage racial par la police sont un effet extrêmement actuel et on en parle beaucoup depuis déjà quelques mois en Amérique du Nord et au Québec aussi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du concept de discrimination systémique. Alors, ce concept renvoie à un processus par lequel les membres de certaines catégories sociales sont pénalisés, exclus, désavantagés de manière disproportionnée, et cela se passe dans le cadre d'une institution, d'une organisation ou de façon plus large dans un domaine d'activité sociale. On ne parle pas d'intentionnalité de la part de ceux et celles qui provoquent les effets discriminatoires. On ne parle même pas de conscience qu'on produit ces effets, c'est plutôt des normes censées être universelles et inclusives, mais qui, par leur façon de fonctionner, par les façons de penser qu'elles suscitent, vont donner lieu justement à l'exclusion, à la pénalisation de certaines personnes dans la société. Les lois, les normes, les règles sont en apparence neutres dans le sens qu'elles ont été conçues comme s'appliquant de façon équitable à tous les citoyens, par exemple à tous les membres d'une organisation. Or, cette neutralité apparente, ça peut donner lieu effectivement à des désavantages qu'on va nommer, qu'on va décrire comme étant systémiques parce qu'ils érigent des barrières à l'inclusion, à la participation de membres de certaines catégories sociales. Alors, si ces catégories sociales ont été produites sur la base des identités racisées, à ce moment-là, on va parler de racisme systémique ou structurel ou indirect. Par exemple, on crée une condition pour devenir pompier et on va dire à ce moment-là qu'on a besoin d'avoir une taille minimum. De façon systémique, on va exclure une partie de la population féminine juste en raison du fait que la taille moyenne des hommes et des femmes diffère dans la population générale. Même idée si par exemple pour occuper un poste, on va dire on a besoin de tel nombre d'années d'expérience au pays. Alors à ce moment-là, une personne immigrante peut avoir une belle expérience dans son pays d'origine. En arrivant ici, cette personne aura toujours, de façon moyenne, si on prend la population dans son ensemble, moins d'années d'expérience que la personne native, la personne qui est née dans le pays dont on parle. La discrimination systémique peut fonctionner comme une sorte d'exclusion, c'est-à-dire des barrières à la participation, à l'entrée de certaines personnes. Par contre, on peut penser à des formes de discrimination qui opèrent en pénalisant, en agissant sur certaines catégories de la population, en leur imposant quelque chose de négatif. Alors, si la police arrête plus de personnes de telle minorité que celles appartenant à la majorité non racisée ou blanche, alors à ce moment-là, on va dire aussi qu'on est devant un cas de discrimination systémique, dans ce cas-ci de profilage systémique ou profilage racial si cela est fondé sur l'appartenance racisée des individus. Et c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté au Québec et surtout à Montréal depuis quelques mois, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut constater à l'aide de statistiques. La discrimination systémique a quelque chose d'assez particulier, c'est que ses effets, ses conséquences sont surtout perçues et vécues par les victimes. Alors la majorité qui n'est pas soumise à ces mécanismes de discrimination systémique ne les voit pas. Autrement dit, ces frontières sont invisibles pour la majorité parce qu'un membre de cette majorité peut les traverser sans problème. Évidemment,
Si on tient compte des témoignages des victimes, on est conscient d'un problème qui existe. Par contre, la majorité a besoin parfois d'être convaincue à l'aide de tendances, de statistiques, d'analyses qui démontrent effectivement que ces disproportions sont réelles et sont statistiquement significatives. Donc avec la recherche scientifique, on peut dévoiler des mécanismes qui autrement demeurent invisibles pour les décideurs finalement et souvent même les gouvernements. Un exemple tout à fait simple que l'on peut utiliser, c'est justement en comparant le nombre d'entrevues que les personnes arabes, noires ou autochtones vont avoir quand ces personnes envoient leur CV pour des postes. Alors, il y a des études qui démontrent que les chances sont moindres si votre nom est Mohamed ou Carlos, alors que si avec le même CV, les mêmes expériences, la même formation, vous vous appelez Jean-François Tremblay, vous aurez plus de chances, plus de probabilités d'être appelé en entrevue et éventuellement avoir le job. Par exemple, une étude menée par Paulide, mon collègue au département de sociologie à l'UQAM, a démontré effectivement que les chances varient en fonction du nom du candidat qui envoie son CV pour un poste. Alors, les groupes arabes ou latinos ont moins de chances d'être appelés en entrevue comparativement aux personnes qui ont des noms à consonance francophone. On peut dire que le concept de discrimination systémique ou celui de profilage racial sont subversifs dans le sens qu'ils vont remettre en cause l'ordre social. Ce sont des termes qui dérangent souvent la majorité, ce sont des termes envers lesquels on va voir parfois des résistances parce qu'on se sent attaqué si on est membre d'une majorité en se faisant dire qu'on est raciste en tant que société. On a entendu un peu cela au Québec, c'est-à-dire l'idée que discuter du racisme systémique, ça équivaut à faire le procès de la société québécoise, alors qu'elle est ouverte à l'immigration et à la diversité. Mais ce n'est pas justement en ce sens-là qu'on veut mener de l'avant des analyses et un débat public autour de ces notions quand on veut dire qu'une société de manière systémique et structurelle provoque des effets négatifs sur certaines minorités, même si les gens qui sont dans ces organisations, ces institutions, n'ont pas la volonté ou la conscience de faire ces discriminations. Alors c'est les normes apparemment neutres, c'est les façons de faire et de penser qui nous amènent socialement à produire ces exclusions. Ce sont des concepts qui deviennent eux-mêmes partie du débat social. Alors le fait que le Premier ministre du Québec résiste à prononcer le terme racisme systémique, alors que le chef de la police de Montréal ne veut pas employer ce terme-là, alors on va chercher d'autres façons de parler du même problème. Alors déjà, les mots même sont chargés et paradoxalement, ils nourrissent la discussion collective parce que ça nous amène vers ces zones grises, ces angles morts dont on ne veut pas nécessairement toujours parler, mais finalement ça nous met devant des tabous qu'on a au Québec depuis un certain temps, depuis beaucoup d'années en fait, le fait qu'effectivement de manière systémique, certains groupes sont dévalorisés, sont exclus dans la sphère surtout de l'emploi, mais ailleurs aussi. Le concept de discrimination systémique a une longue histoire en sociologie. Cependant, on peut dire que ce terme est devenu de plus en plus habituel dans le discours usuel, public, voire politique, depuis pas longtemps. Il y a une discussion qui s'est installée dans la sphère publique, partout dans le monde, surtout en Amérique du Nord et sans doute au Québec. Donc quelque part, il y a une nouveauté dans cette idée de nommer des choses. Par exemple, de parler de la majorité franco-québécoise comme une majorité blanche, de parler des groupes qu'on appelait communautés culturelles, minorités racisées. Donc on commence à nommer les choses autrement et ça peut déranger parce que ce sont des termes forts, des termes qui parfois dénoncent et qui accusent en dernière instance un gouvernement, une institution ou des gens qui ne veulent pas le voir. Et de ce point de vue-là, effectivement, on est devant des concepts qui prennent de plus en plus la place
et qui suscite et qui génère un conflit, à mon sens, positif et fertile pour pousser plus loin la discussion. En terminant, pour ceux qui s'intéressent à ces questions, le CRIDAC possède une unité, l'Observatoire des diasporas, qui s'intéresse à ce type de problématiques et qui a été impliqué justement dans des collaborations de recherche en lien avec les interpellations policières à Montréal, avec la discrimination systémique au sein de la population d'origine latino-américaine. Donc dans ce contexte-là, effectivement, on essaie de travailler avec des partenaires et de diffuser des informations qui éclairent sur ces enjeux de société.